Alors, on va travailler l'autodétermination, on va réfléchir à comment on peut finalement avoir une réalité pratique de cette autodétermination. Cette autodétermination, effectivement, elle est née rapidement, on va aller assez vite, hein, elle est née d'abord de la fin de ce modèle médical qui a été longtemps un peu le modèle du handicap, on va dire quelque chose à gommer, quelque chose à rétablir, quelque chose à changer. Hein. C'est-à-dire que voilà, à passer à un modèle où finalement la personne, elle va évidemment, on va l'accompagner, mais aussi où elle va pouvoir être celle qui va être l'actrice de son parcours. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, enfin, on commence à réfléchir dans ce sens, y compris en établissement, mais on va voir que ça ne va pas sans heurts, si j'ose dire. Donc, ça peut être, par exemple, il va falloir anticiper des situations, analyser, observer, analyser ses propres potentialités, planifier des buts, solliciter des ressources. On va réfléchir, mais comment on va faire ça avec un public qui parfois, a priori, n'est pas concerné par ça. Parce que, je dirais, peut-être le problème dans l'autodétermination, et parfois même, alors, je pense que certaines orthophonistes ne seraient peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais avec des CA plus robustes, c'est qu'avant tout, peut-être, c'est sorti de personnes qui avaient des fonctions cognitives totalement préservées. Et quand on n'a pas des fonctions cognitives préservées, quand on n'a pas des fonctions cognitives qui permettent de, par exemple, analyser, connaître ses potentialités, comment on va mettre en place une CA une autodétermination, pardon. Mais c'est peut-être la même question, mais c'est une autre question. Donc s'adapter en situation, observer, analyser la situation, gérer ses émotions, développer des stratégies et s'auto-évaluer. Vous voyez que ça, c'est quand même à la base, quand on voit un enfant autiste avec, qui va flapper d'un endroit à l'autre, on va avoir du mal à avoir un petit peu d'attention, comment on va développer ça? Ça va être la grande question. Est-ce que l'autodétermination, c'est réservé à une élite du handicap, comme un peu le travail aujourd'hui? Ou est-ce que l'autodétermination, ça concerne toutes les personnes en situation de handicap? Et ça va être l'objet de ça. Alors, une fois quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'était l'autodétermination. Je lui dis, tu retires tous les droits à une personne et ensuite tu lui demandes dans un établissement qu'elle n'a pas choisi, après une activité qu'elle n'a pas choisie, sans attention conjointe, sans communication, si elle veut des brocolis ou du riz, tu lui places les deux pictos, elle ne regarde pas, elle en pousse un, et tu dis, elle veut du riz. J'exagère, mais ça peut être des fois ça. Et des fois, je l'ai vu. Je suis désolé. Elle a le picto oui et non. Alors déjà, le picto oui et non. On voit déjà les personnes formées. Excusez-moi, mais le picto oui et non, c'est quand même très complexe. Normalement, en général, même quand on travaille quelque chose qui est comme les demandes en PEX, on ne travaille pas sur du oui ou du non. On travaille sur des choses concrètes. Je sais pas moi, jus de fruits, café, pas café parce que... non, jus de fruits ou je sais pas, gâteau, etc. Est-ce que l'autodétermination, c'est pas simplement un concept à la mode, parfois un peu creux, du médico-social et dont on entend énormément parler? Alors désolé si je suis un peu brute dans ma façon de le dire, mais aussi l'autodétermination impose de nouveaux défis, avec des risques de dérive. Et puis, est-ce qu'une autodétermination, quand on n'a pas travaillé le basique, qui est la communication, est possible? Parce que la communication, comment faire de l'autodétermination sans communication du tout? Comment je vais pouvoir dire que je veux ceci ou cela si je ne peux pas, s'il n'est pas la communication pour le dire? C'est une vraie question et c'est des dérives qui pourraient exister, parfois, où on a l'impression qu'on fait une formation de plusieurs jours sur l'autodétermination et qu'à la fin, on a entendu des concepts tout à fait éthiques qu'on apprécie et qu'on veut mettre en place, mais qu'on ne sait pas comment les mettre en place, tout simplement. Et que du coup, finalement, dans la réalité du terrain, ça ne change strictement rien. Donc, comment faire pour que cette autodétermination existe
aussi, la question de l'autodétermination, juste avant, j'ai parlé de sécurité, l'autodétermination et la sécurité se rencontrent. Si la personne veut sortir, aller à un concert toute seule, est-ce que je l'autorise? Même s'il y a un risque majeur de sécurité, comment je le mets en place? Donc ces questions-là, l'autodétermination et l'hygiène, s'il n'a pas envie de se laver, et il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de se laver dans les établissements, par exemple, ou même l'alimentation, il voudrait manger tout le temps des frites. Je ne sais pas si... Là, moi, je travaille sur l'autodétermination et des CVS. Mais si quelqu'un a déjà participé à un CVS, on sait que la question majeure, c'est est-ce qu'on pourrait avoir plus de frites dans la semaine? Voilà. Voilà. Et est-ce que c'est bon pour lui? On parle de troubles de l'oralité. Alors, bien sûr, il n'y a pas besoin d'être une personne autiste pour vouloir manger des frites dans la semaine, toute la semaine. Beaucoup d'enfants, tout court, veulent manger des frites toute la semaine. Mais c'est une vraie question. Et puis l'autodétermination et réalité. Comme ça, je connais un gamin, il adore les trams. Il voudrait être conducteur de tram. Mais actuellement, il est en Ulysse. Comment je vais l'amener à un métier qui est réaliste par rapport à son parcours aujourd'hui? Et puis l'autodétermination et la communication, qui est le grand défi pour moi. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autodétermination si on n'a pas travaillé la communication. Donc, j'ai envie de dire, la première chose, c'est quand même travailler la communication. Sans attention conjointe, comment on pourrait faire d'autodétermination? À un moment, il faut aussi se dire la réalité du terrain et se dire, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du tout d'autodétermination, mais ça veut dire qu'il va falloir... Alors, ce n'est pas des prérequis. Et souvent en France, enfin je remarque, alors par exemple pour la CA, je reviens sur la CA, on ne dit pas de prérequis en CA. Mais si déjà on voit les prérequis comme des étapes ou comme quelque chose qu'on va travailler conjointement avec la CA, par exemple en même temps qu'on modélise, on va travailler l'imitation, on va travailler l'attention conjointe, on va travailler des choses comme ça, et bien on voit les choses différemment. Les prérequis, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, comme des fois j'entends, ah bah oui, il ne sera jamais continent parce qu'il ne sait pas monter les escaliers. Bon, déjà, je n'ai jamais compris le rapport, mais ça existe des gens qui disent ça encore. Je peux vous le dire, ça existe encore. Bon, ça n'a aucun rapport, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que... Ou alors, il ne sera pas continent parce qu'il n'a pas de communication. Non, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est important, c'est justement, pas voir forcément les prérequis comme quelque chose... comme une étape simplement, qu'on va travailler. Quand je parlais de vidéo modeling, évidemment, le vidéo modeling, il faut avoir de l'attention conjointe, il faut avoir de l'imitation. S'il n'y a pas de l'imitation, il n'y aura pas de vidéo modeling. Mais ça ne veut pas dire que le vidéo modeling, il ne sera pas pour lui. Ça veut dire, mais travaillons l'imitation, l'attention conjointe en même temps. J'en parlais tout à l'heure, encore une fois, c'est pas que sur la sécurité, savoir dire non, mais oui, l'autodétermination, ça entre en collision avec ce qu'on demande. Alors j'avais un enfant comme ça, alors il y a beaucoup de compensations qui se créent dans l'autisme, et à tout niveau. Comme un jeune qui disait, pour éviter de rentrer dans les conversations qu'il ne comprenait pas, il disait tout le temps d'un certain point de vue, voilà, par exemple. Ou alors une fois, un jeune que je vois, il me dit... J'arrive et il me dit « Bonjour, je suis enchanté de vous connaître, Jean-Philippe. » Je dis « Voyons que celui-là, il est à un bon niveau. Hein. » Quand il me l'a redit 20 fois dans la journée, j'ai compris que c'était pas vraiment... voilà, mais ça arrive. Eh bien, j'avais comme ça un enfant autiste qui disait toujours non. Parce qu'il avait compris, statistiquement, que dire non, ça permettait d'échapper à plein de tâches. Donc on lui demandait « Tu veux la tablette ?» Il disait « Non, ouais, c'était... » Et je me souviens aussi qu'à un moment, il y a l'orthophoniste qui arrive, qui dit « Ah, tu veux travailler avec moi ?» Et lui dit « Non. » Et elle était bien gênée, elle a dû trouver quelque chose pour... Quand on pose la question « Attendez-vous que s'il y a un non ?» Eh bien, le pouvoir du non, ça veut dire qu'il ne le fait pas. Mais ça veut dire que vous acceptez qu'il ne le fasse pas. Alors, est-ce qu'on va créer des espaces d'autodétermination? Est-ce que c'est une autodétermination complète? C'est aussi des questions à se poser. Bon, là, on en a parlé un petit peu. Les règlements contre l'autodétermination, et on le reverra. Est-ce que la culture de l'établissement n'entre pas en opposition avec l'autodétermination? Dans un hôpital psychiatrique à côté de chez moi,
Quand on y va, on nous prend le téléphone portable, même si on y va volontairement. Est-ce que c'est normal? Alors, on vous prend votre téléphone portable, peut-être que si vous n'avez pas de montre, vous n'avez plus de notion de temps, vous n'avez plus de notion d'occupation parce que vous ne savez pas vous occuper sans un téléphone portable, et je suis désolé, il y en a beaucoup comme ça, il n'y a pas besoin d'être autiste ou n'importe quoi, hein, ou d'avoir un trouble de santé mentale, vous n'avez plus de lecture, vous n'avez plus rien. Donc cette question-là doit aussi être interrogée. Et finalement, il faut se poser la question du règlement et de la culture de lieu. Est-ce qu'on n'est pas dans une culture justement de détermination ou dans une culture d'autodétermination? Bien sûr, on a des objectifs et des fois ils entrent avec l'autodétermination. Et puis la question de l'autodétermination quand il y a une déficience intellectuelle et de la difficulté à comprendre nos choix. Rien que travailler l'autodétermination, ça veut dire travailler le cause à effet, ça veut dire travailler les choix, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire avoir du feedback pour pouvoir dire « Ah bah oui, j'ai fait ce choix, etc. » Donc, est-ce que c'est possible avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle qu'on appelle maintenant trouble du développement intellectuel, mais qui revient au même de toute façon, et qui des fois d'ailleurs n'est pas toujours caractérisée. Mais bon, malheureusement, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté si propre à l'autisme qui pourrait freiner cette détermination? Alors là, pareil, manque de compétences orales. Alors là, j'ai mis un quart, mais c'est pareil, j'en sais rien. J'ai trouvé ça, ce chiffre-là, sur la CDC, qui est un peu l'équivalent, on va dire, de la HAS aux États-Unis. Mais j'ai vu aucune étude qui était capable de dire combien il y a de personnes autistes non oralisantes. J'en sais rien du tout. C'est à peu près comme la déficience intellectuelle. Ça va de 20% à 70% selon les études. Là, avec, on va dire quand même, le fait qu'il y ait des personnes autistes, comme moi, qui ont été diagnostiquées, c'est sûr que ça va réduire la part de personnes non oralisantes, mais on n'en sait rien, le nombre exact. Mais en tout cas, il y en existe. Faire des choix, même pour des personnes autistes en déficience intellectuelle, faire un choix, c'est pas simple. Et souvent, parfois, moi j'avoue, j'ai toujours préféré qu'on fasse les choix pour moi, ou que j'ai pas le choix. Donc, oui. Comprendre les conséquences de ces choix, hein, donc le cause à effet, une vie institutionnelle qui peut défavoriser l'autodétermination, est-ce que ça a un sens, une fois qu'il n'a pas choisi le FAM ou la masse où il est, de dire maintenant on va te mettre de l'autodétermination, hein, mais par contre tu restes ici, hein, tu ne sors pas. Hein. Voilà. Est-ce que ça a un sens, puisqu'il n'a rien choisi dans sa vie jusqu'ici? Et puis cette culture de la compliance dont on parlait. Donc, une belle définition de l'autodétermination selon nos chers universitaires. Habilité et aptitude pour agir comme agent causal primaire sur sa propre vie et faire ses choix concernant ses propres actions libérées des influences des références externes exagérées. Une fois qu'on a lu ça, on a tout de suite compris. Bon, l'idée c'est que l'agent causal primaire, c'est moi qui décide en premier. Je fais des choix et les choix, ils sont toujours contraints. Alors là, si vous avez envie, même si vous êtes une personne autiste, de vous déshabiller, c'est pas un choix c'est une contrainte externe exagérée, vous devez rester habillé. Donc, forcément, on a des contraintes. Et c'est normal que le modèle médico-social, que tous les modèles aient des contraintes, rien que les contraintes légales. Donc, l'autonomie, préférence, le choix, l'engagement dans une action. Qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est pas forcément être indépendant des autres. Là, peut-être que si vous allez reprendre votre voiture et si elle ne démarre pas, vous allez appeler un garagiste. Et je ne vais pas vous dire que vous n'êtes pas autonome parce que vous avez appelé un garagiste. Analyser son environnement, comprendre ses possibilités. Et peut-être ça va être aussi une première étape. Alors, rien que, par exemple, faire un règlement en FALC, en facile à lire et à comprendre, pardon, donc en version simplifiée, pour que les personnes autistes... Est-ce que toutes les personnes qui sont en établissement savent quels sont leurs droits et quelles sont leurs possibilités, leurs devoirs au sein de l'établissement? Est-ce qu'on a pris le temps de leur expliquer? Ça va être la première étape peut-être de l'autodétermination. Parce que connaître ses droits, c'est la première étape de l'autodétermination. Est-ce que je dirige mon environnement ou est-ce que c'est mon environnement qui me dirige? Alors ça paraît un peu, théorique, mais c'est vrai. Et puis, ça c'est hyper important.
Les personnes autistes ont souvent une estime de soi et un sentiment d'efficacité personnelle dégradé. Pourquoi? Parce que quand on a connu l'exclusion sociale, quand on a connu l'exclusion sociétale, quand on a connu un parcours chaotique, professionnel, social, amical, même quand on est sans déficience intellectuelle, on a une estime de soi qui est dans les chaussures, comme on dit. Et voilà. Aussi, il a voulu prendre le bus. Malheureusement, il s'est trompé de station. Il s'est retrouvé dans une station, autre, sidération. On a passé 2 heures à chercher. On dit, non, mais maintenant, il ne prendra plus jamais le bus. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Dans un cadre moins... Dans un FAM, il y avait ce jeune-là, donc qui fuyait aux courtes pailles. Du coup, leur solution, c'était l'enfermer dans sa chambre. Voilà. Droit à l'échec et à l'oubli. C'est important. Alors, je ne dis pas que c'est... Je comprends le problème de sécurité, je comprends tout ça. Et il va falloir y réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir sa chambre non plus n'importe comment et risquer qu'il aille devant une voiture. Le minimum qu'on peut exiger d'un établissement, ou même que ce soit l'école ou que ce soit n'importe quoi, c'est la sécurité, c'est le minimum. Donc je comprends qu'on favorise la sécurité avant certaines libertés, mais il est quand même question de se poser la question, comment on pourrait travailler autrement? Alors là, il y a des évaluations, je vous en parle vite fait. La plus connue, c'est celle-là, la Laridi. Elle est gratuite sur Internet. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, ces échelles d'évaluation, c'est des échelles d'auto-questionnaire, puisque normalement, on est l'agent causal primaire. Donc, est-ce que je sais préparer à manger? Est-ce que je sais ceci? Donc, soyons clairs, ces échelles, elles sont sympas, mais elles ne sont pas vraiment adaptées aux personnes qu'on a en établissement. Soyons juste simples et réalistes. Donc, c'est intéressant de les connaître. Mais malheureusement, j'aurais tendance à partir sur plutôt des hétéro-questionnaires plutôt que des auto-questionnaires. Alors, tout dépend évidemment des personnes autistes. Pour des personnes comme moi, la RIDI, c'est très bien. Pour des personnes que vous rencontrez dans le monde médico-social, c'est plutôt sur des interviews des hétéro-questionnaires. Alors, on peut travailler autrement aussi. On peut travailler déjà, par exemple, ce qu'on appelle l'autogestion, le self-management, travailler de l'autogestion comportementale. On peut travailler la prise d'initiative, on va travailler la communication, j'en parlais. Tout ce qui va être donc l'autorégulation, tout ce qui va être l'empowerment, comment on va travailler ça? En travaillant la résolution de problèmes, ça va être des choses qu'on peut travailler au sein du médico-social, soit par des choses plus simples, au départ, des résolutions de problèmes simples. On peut aussi travailler aussi, par exemple, je dois faire un choix. Pourquoi pas travailler sur la nourriture, qui est une motivation souvent intrinsèque et qu'on n'a pas besoin de créer. Mais effectivement, je vais partir sur des choses très simples, sur des choix où en fait la personne autiste elle va avoir un choix entre deux choses, je ne sais pas moi. Tu veux mon vieux mouchoir ou tu veux des frites ou tu veux du jus de fruits. Et pour au début guider son choix, pour aller sur des choix de plus en plus fins. Mais évidemment, ça va être une question. Ça va être pas toujours évident de faire des choix. Alors, comment on va déjà travailler? Moi, j'ai envie de dire, et ça, c'est quelque chose qu'on devrait travailler. La première chose qu'on devrait travailler, c'est ça. C'est ça l'objectif principal de tous nos accompagnements. Le bien-être de la personne autiste. C'est évident, mais le principe, c'est pas qu'elle sache trier les couleurs, qu'elle sache, etc. C'est son bien-être. Ça devrait être notre objectif principal de tout. Ensuite, alors désolé pour les familles qui sont là, mais deuxièmement, c'est les objectifs de la famille. D'abord le bien-être de la personne, et ensuite les objectifs de la famille. Qui sont, voilà. Et enfin, les objectifs de la société, ou les besoins sociétaux. Mais ça, c'est si on a le temps. Ça, c'est primaire. C'est évident, mais c'est voilà. Posons-nous la question, qu'est-ce qui va favoriser aujourd'hui le bien-être de la personne que j'ai en face? Et si c'est possible, est-ce qu'on peut travailler son PEI, son projet professionnalisé avec elle? Ou en tout cas, si on la connaît le mieux, comment travailler? Et j'ai envie de dire aussi, on parle de l'autodétermination des personnes concernées, mais elle passe aussi par l'autodétermination et des parents, j'en parlerai plus tard,
et des professionnels. Les professionnels qui suivent la personne sont les personnes qui connaissent souvent mieux les enfants autistes qu'ils accompagnent. Et c'est peut-être eux qui vont être les plus à même de pouvoir aider et de travailler le bien-être de la personne. Aussi, la première chose, c'est la sécurité. Alors j'ai mis des intervenants, mais c'est de la personne et des intervenants. Je me suis trompé, je suis désolé. Ensuite, la dignité de la personne et des intervenants. Il y a quelque chose qui existe en ABA qui se développe, par exemple, ça s'appelle PFA-SBT. Et ben, ça peut être très intéressant au niveau de comment réfléchir à toutes ces questions-là. Comment éviter justement cette compliance qui peut générer des troubles et même des troubles post-traumatiques chez des personnes autistes. Et puis, la relation avec la personne et l'efficacité de l'intervention. Il y a des outils existants qui sont assez intéressants. Alors là, ça a été développé, je vous conseille de regarder, c'est tous les livrets Smile. Ça a été développé au départ pour la trisomie 21, mais qui peut être vraiment intéressant. Alors il y a aussi je l'ai vu là-haut, je crois, le guide de l'ARS Occitanie sur l'autodétermination et d'autres guides qui peuvent être vraiment intéressants et qui nous amènent aussi à réfléchir. Alors je le vois par exemple, là on travaille sur les CVS et on voit à quel point, alors par exemple, là, je vais prendre un truc que j'ai trouvé assez abominable. Moi j'étais très content que les ESAT s'alignent enfin sur le droit des personnes, le droit du travail, puisque c'est le but. Aujourd'hui les ESAT ne sont pas les personnes qui travaillent en ESAT ne sont pas des travailleurs, ils sont des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, par exemple, ils n'avaient pas, maintenant ils l'ont, mais ils n'avaient pas le droit de grève, par exemple. Un exemple, parmi d'autres. On peut aussi se dire, je suis désolé, mais que les ESAT deviennent un peu aussi, malheureusement, des lieux où, là encore, on vise une certaine élite du handicap. Désolé pour ceux qui travaillent en ESAT, mais il est vrai que je trouve que, voilà, maintenant, pour entrer en ESAT, voilà, on est face à des personnes qui sont avec un trouble psy rétabli. Donc voilà, c'est sûr qu'ils ne vont pas prendre forcément des personnes avec un autisme modéré. De fait, la question par exemple, pour ces jeunes qui étaient en ESAT, voilà, c'est qu'ils se retrouvent alignés sur le droit du travail, du coup ils se retrouvent à faire, ils étaient à 32 heures, maintenant ils doivent faire 35 heures, ils avaient des pauses, maintenant ils n'ont plus de pauses, ou très peu de pauses, et ils avaient des chèques cadeaux, mais ils n'en ont plus. Et on leur annonce ça comme un progrès. Vous êtes alignés sur le droit du travail. Bon, toutes ces questions-là, voilà, et ça passe en CVS. Alors comment, justement, on va pouvoir développer leur autodétermination face à un monde contraint aussi? C'est des questions qui vont arriver et effectivement travailler par exemple la participation sociale, travailler les CVS, travailler le fait que les personnes vont pouvoir beaucoup plus être actrices, c'est important. Et il existe des outils qui sont quand même malgré tout encore, vous voyez, malgré tout qui concernent, et d'ailleurs dans les CVS c'est un peu le cas aussi, c'est quand même les personnes les plus communicantes qui vont être prises comme délégués du CVS. On ne va pas se mentir. Parce que malheureusement, pour un CVS, il faut que la personne elle communique, qu'elle comprenne ses droits, qu'elle comprenne ce qu'elle peut demander, qu'elle discrimine, etc. Donc c'est des questions qui sont compliquées. Compréhension de ses droits. Comment comprendre mes droits? Compréhension des règlements FAC, compréhension, connaissance et liste des ressources. Participation à ses droits, par exemple la coécriture d'un projet de vie, la participation au CVS, la participation à son PPI ou son PEI, peu importe les termes. Mais ça va être quelque chose qu'on devrait de plus en plus développer. Est-ce qu'on travaille avec le jeune son projet? Quand c'est possible. Et quand c'est pas possible, est-ce qu'on peut au moins travailler une partie? Est-ce que, par exemple, s'il a envie de faire une activité qui n'est pas proposée, il a envie de faire du judo, par exemple, mais ce n'est pas une activité qui est proposée par l'IME, comment on va pouvoir lui permettre d'accéder au judo? Peut-être que c'est une question qu'on pourrait développer. Est-ce qu'on peut l'accompagner, tout ça? Voilà, c'est aussi des questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire, mais cette inclusion, elle passe aussi par toutes les étapes de la vie. On parle de l'enfance, c'est important, alors, un peu d'inclusion, très peu, si peu, dans le scolaire, avec une AESH mutualisée quand elle est là.
Dans les loisirs, aussi c'est quand même compliqué. Mais après aussi à l'âge adulte, tout ce qui va être vie professionnelle, vie amoureuse, vie sociale, vie culturelle, les loisirs. Alors par exemple, il y a les cinémas différents, enfin cinéma relax maintenant. Mais c'est important. Plein de parents aujourd'hui ne peuvent pas aller au cinéma, et même les enfants ne peuvent pas aller au cinéma parce qu'ils ne vont pas rester sur place, parce qu'ils vont bouger, etc. Donc l'autodétermination peut aussi se heurter au règlement, à la culture. Et puis, on en parlait avec Madame Thérèse Daquin, qui est là, l'inclusion dans l'âge avancé. Voilà, l'autodétermination passe aussi par les solutions qui sont proposées. Et donc par la participation sociale. Ah oui, j'avais marqué ça. Une autodétermination qui passe par une autre façon de gérer le médico-social. Alors oui, si on veut, c'est de l'autodétermination. Là, je l'ai pris, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est pas moi qui ai fait les trucs, c'est le SUSA avec le CRA Nord-Pas-de-Calais. C'est sur des établissements. Vous voyez, la première activité, le top 10 activités, c'est temps mort. La deuxième, c'est activité libre et passive. Bon, et la troisième, c'est repas. Je parle là d'établissement adulte. Hein. Je ne parle pas d'établissement enfant. Hein. Et puis, c'était sur une dizaine, peu importe, c'était la mémoire. Mais pour réfléchir aussi, l'autodétermination aussi, ça va passer par aussi une façon. Et vous voyez, c'est intéressant de voir que finalement, plus il y a de déficience intellectuelle, moins il y a d'activité. Et moi, on sait comment... Alors, non seulement on ne sait pas les autodéterminer, mais on ne sait pas leur donner des activités. Donc, c'est aussi important de réfléchir autrement le médico-social. Alors, désolé pour ceux qui sont du médico-social. Et puis, quelque chose qui est important, c'est évaluer les contraintes extérieures. Alors, il y a cette échelle qui est assez intéressante de Saint-Martin. Est-ce qu'elle choisit son repas ou une partie de son repas? Parce que quand on a un enfant ou un adulte en déficience intellectuelle, peut-être que la première étape, ça va être de retirer des contraintes extérieures, puisqu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de communication. Peut-être que la première étape, c'est peut-être voir comment on peut faire pour qu'on respecte ces décisions, comment on peut faire pour que l'environnement soit moins contraint. Alors j'ai pris celui-là qui est assez intéressant, et j'ai pris ça qui vient plutôt du monde du trouble de santé mentale, donc trouble de santé psychiatrique, Quality White. Alors j'avais fait la formation, c'est comment faire pour que les personnes en situation de handicap dans les hôpitaux psychiatriques, alors là c'est normalement orienté hôpital psychiatrique, puissent avoir un respect de leurs droits. Alors pas simplement en mettant dans la salle de vie où le téléphone, on ne peut pas téléphoner, mais on a un téléphone devant tout le monde, la charte des droits. Hein. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Déjà réfléchir que quelqu'un qui doit téléphoner devant tout le monde dans une salle de vie, c'est peut-être quand même déjà des droits bafoués, par exemple. Par exemple, on peut s'imaginer. Et aussi, comment va travailler aussi l'autodétermination? Ça va passer aussi par la compréhension des émotions. Ça va pas. Alors, par exemple, là, on va essayer de l'amener à comprendre ses propres émotions. Ça va aussi lui donner les moyens de communiquer, d'utiliser des scénarios sociaux. Ça va passer aussi pour les personnes autistes sans déficience intellectuelle. Alors, par la paire-aidance. La paire-aidance qui se développe. Alors, la paire-aidance, ça a des côtés très positifs. Des personnes autistes qui vont aider d'autres personnes autistes. Alors, la paire-aidance, c'est un peu né des mouvements comme les alcooliques anonymes. Au départ, les alcooliques anonymes, c'est des personnes alcooliques qui sont en abstinence et qui vont aider d'autres personnes qui sont en sevrage. L'idée est très bonne. L'idée, c'est simplement que les personnes qui sont en capacité et qui ont connu les mêmes choses vont aider d'autres personnes. Et ça, c'est très bien. Mais la paire aidance, alors il y a des DU, tout à l'heure, quelqu'un est venu qui était père aidante familiale, mais le problème qu'il peut y avoir aussi dans la paire aidance, c'est que c'est souvent des cautions. On est la caution autiste qui vient... alors là, je ne suis pas la caution autiste, hein. Je vais pas me plaindre, hein. Mais des fois, j'ai l'impression, quand j'allais dans les plans autistes, que j'étais la caution autiste qui allait signer le papier à la fin pour dire qu'il y avait au moins une personne autiste qui était venue au plan. Voilà, c'est aussi des dérives qu'il peut y avoir. La paire aidance, il ne faut pas non plus que ça soit le maillon entre le soignant et le soigné. Hein.
entre la seule personne, des fois, enfin ici c'est pas le cas, hein, je le précise, des fois la seule personne qui n'était pas payée et qui venait au congrès, c'était les pères aidants. Hein. Par exemple. Par exemple. Tout ce qui va être psychoéducation, éducation thérapeutique du patient, comprendre son autisme, ça va être la première étape pour poser ses limites. Et la plupart des personnes autistes qui ont eu un diagnostic, leur première étape, c'était ça, de se comprendre elles-mêmes pour dire, non, ça je ne le fais plus, je n'irai plus là, etc. Mais c'est hyper important. Alors ça, cette slide j'ai faite hier en parlant avec, je ne me rappelle plus son prénom, Pascaline, excuse-moi. Pascaline, voilà, c'est important. Hein. On le fait de plus en plus dans le trouble psy, on doit le faire aussi chez les personnes autistes, alors quand c'est possible, ou en tout cas réfléchir autrement. Hein. Il y a aussi un très bon livre qui s'appelle Autisme et adolescence de Josiane Caron-Santa, que je recommande si votre enfant autiste sans déficience intellectuelle entre dans l'adolescence, par exemple. Ça peut être aussi. Il y a des livres chez Ublity qui sont très bien faits là-dessus aussi. Il y a aussi L'autisme et moi, qui est un livre assez ancien, qui mériterait d'être revu. Les gemmes autisme, mais là encore, on est encore sur un vieux modèle. Hein. On a pris les gemmes psychiatriques, qui étaient un peu, alors désolé, un hôpital de jour sans les soins, pour l'appliquer à l'autisme. Mais il faut, alors tout dépend en fait de l'orientation du gemme concerné, ça va dépendre totalement des gemmes. Mais des fois c'est vraiment encore un monde à part où les personnes viennent et vont jouer aux petits chevaux. Ou alors ça peut être des fois des gemmes qui vont être tournées vers l'extérieur, où les personnes autistes vont avoir une véritable autodétermination. Mais le fonctionnement, rien que le fonctionnement du gemme, où on a une association marraine, où on a une association gestionnaire, est-ce que c'est pas déjà un frein à ce que les personnes autistes puissent s'autogérer? Alors, voilà, c'est vrai qu'il y a un gemme qui est venu, je suis désolé, c'est pas du tout contre les gemmes, que je trouve très bien sur le principe, mais qui doivent interroger aussi. Et des fois, d'ailleurs, il y a des gemmes qui se passent d'associations qui, je crois, n'ont plus qu'une association marraine et qui n'ont plus d'association gestionnaire. Ça peut exister. Mais oui, c'est des questions réelles. Comment faire que même les personnes autistes sans déficience intellectuelle puissent avoir leur autodétermination. Et aussi, ça passe par un vrai sentiment d'efficacité retrouvé. Hein, et par l'acceptation de l'autisme dans la société. Donc ça, c'est aussi très important. Donc cette autodétermination, elle doit vraiment nous conduire vers quelque chose qui va aussi passer par l'autodétermination des parents. Et oui, parce que l'autodétermination des enfants autistes, ça passe aussi par l'autodétermination des parents. Ça veut dire que quand on a une société qui est hyper excluante pour les parents, par exemple, trouver un bon professionnel, par exemple, faire un dossier NDPH, y compris pour nous. Faire un dossier NDPH, est-ce que c'est normal qu'on doit faire un dossier? Alors oui, ils disent oui, c'est à vie. Enfin bon, déjà, il faut déjà que ça soit à vie. Hein. C'est loin d'être le cas de tous les dossiers NDPH. Mais voilà, ça ne marche pas pour la PCH, évidemment. Ça ne marche pas pour plein de trucs. Trouver un bon professionnel. Alors oui, ici, il y a des orthophonistes. Mais orthophoniste, où es-tu? Dans la plupart des cas, je n'ai rien contre les orthophonistes, mais malheureusement, aujourd'hui, trouver une orthophoniste, c'est plus facile de trouver un Pokémon légendaire dans la rue. Hein. Donc, oui, d'ailleurs, j'ai appris à jouer au Pokémon à cause d'un enfant autiste qui ne voulait plus sortir. Et depuis, je suis fan de Pokémon Go. Je vous donnerai mon compte hein, si vous y jouez. Et entendre les mêmes remarques. Voilà, tout ça, ça va compter dans l'autodétermination parce que finalement, les parents, du coup, ils ne peuvent plus aller au cinéma. Ils vont finir par plus aller en course parce que l'enfant, il produit des comportements des filles. Et en France, il y a tellement une réduction d'exposition à l'extérieur que finalement, même l'enfant n'a plus d'autodétermination. Aujourd'hui, par exemple, je suis désolé, mais si j'ai un enfant autiste modéré ou sévère, je ne peux pas l'emmener au judo comme je veux. Je ne peux même pas l'emmener au football. Je peux l'emmener nulle part. Parce qu'on va me le refuser. Et du coup, forcément, l'autodétermination, c'est des choix contraints, hyper contraints. Donc ça va passer aussi par un changement sociétal.
Et bien sûr, tout ça dans un seul objectif. L'autodétermination fait partie de la qualité de vie. La qualité de vie qui passe par le bien-être émotionnel, qui passe par le bien-être matériel aussi. C'est hyper important de rappeler que le bien-être matériel fait partie de la qualité de vie et, malheureusement, fait partie aussi de l'autodétermination. Quelqu'un qui touche la hache à Paris, son autodétermination, c'est savoir comment il va finir le fin du mois. Et forcément, ça va compter aussi. Ben oui, on ne peut pas faire de loisirs quand on gagne 1000 euros, je ne sais plus, 1050 euros à Paris. La santé physique, la connaissance de ses droits, retravailler la connaissance de ses droits, l'inclusion sociale, les relations enrichissantes, si on veut, le développement personnel et l'autodétermination. Mais tout ça va être dans une seule démarche, le bien-être de la personne autiste, dont fait partie la sécurité aussi, pour rebondir. Donc voilà, oui, en fait, moi j'ai fini. Donc voilà, l'autodétermination, c'est quelque chose de super important, mais c'est aujourd'hui, à mon avis, encore un concept trop creux. Et pour qu'il soit moins creux, il faut à la fois un changement de l'environnement qui est contraint et exagérément contraint pour les personnes en situation de handicap et pour les familles, je l'entends, et aussi par vraiment une véritable idée, parce que voilà, l'autodétermination, je suis désolé, mais on le voit bien, alors là, je parlais de l'école tout à l'heure, à chaque fois qu'on me parle de l'école, c'est pour me dire, mon enfant, il a 4 heures à l'école, il a 6 heures à l'école, etc. Déjà, son autodétermination, c'est même pas de pouvoir avoir un temps scolaire complet. C'est de ne pas pouvoir avoir une AESH. Et tout ça, ça compte. On ne peut pas promouvoir l'autodétermination si on a et c'est pareil, j'ai envie de dire, j'ai fini là-dessus, mais l'autodétermination, ça passera aussi par vraiment des moyens financiers pour financer cette autodétermination. Et pas pour financer que des formations, pour financer que la société doit s'ouvrir à cette autodétermination. Alors je vous propose de poser des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. C'est pas mon sujet favori en fait, parce que je vous avoue que c'est pas forcément le sujet que je préfère, mais parce que je trouve que c'est souvent un peu du creux. Au milieu du vide. Mais ça peut être bien fait. Il y en a des biens. Oui, bonjour. Jacques Sarpette, on discutait ensemble. Je suis un jeune retraité et ex-directeur général d'une association qui accompagne des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et des adultes TSA. Je voulais juste partager avec vous une petite réflexion. Tout d'abord, je partage effectivement l'importance de l'environnement et que tout le système a besoin d'évoluer. Toutefois, je ne suis pas tout à fait, je voudrais, sur la réalité de beaucoup de professionnels et d'établissements qui sont ici. Je pense sur le fait qu'ils associent pleinement les enfants et les adultes dans leurs projets personnalisés. C'est un axe essentiel. Il y a certainement des axes de progrès, c'est même une évidence, mais c'est, je pense, un fait dans beaucoup d'établissements. Dans les ESAT, juste ce que vous avez dit, non, les personnes sont vraiment des travailleurs, ils avaient déjà le droit de grève d'ailleurs parce que c'est un droit constitutionnel, et puis il y a quand même là aussi des évolutions et des choses qui ne sont pas la réalité dans certains ESAT. Je pense qu'il y a une diversité dans les ESAT qui sont à prendre en compte. En tout cas, et pour terminer, je suis d'accord sur le fait que c'est un changement important de paradigme. Je pense que la considération et la question de l'autodétermination, elle est essentielle parce que c'est simplement reconnaître que la personne est un sujet de droit, qu'elle a exactement le même droit que quiconque. Maintenant, ça pose effectivement un certain nombre de problématiques, notamment de sécurité, qui ont besoin d'être accompagnées. Voilà, merci. Alors, je suis d'accord, j'aurais dû rajouter des préambules mais par contre, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on est quand même dans un monde médico-social aujourd'hui quand même très dégradé, avec une pénurie importante, avec une difficulté à rencontrer des travailleurs, etc. Et de fait, l'autodétermination est un problème parce que il faut des moyens. Par exemple, là, j'ai travaillé sur un CVS avec des personnes, alors de diverses
catégories, des personnes en ESAT, des personnes trisomiques, des personnes... Et effectivement, on a travaillé mois par mois. Et on va dire 5-6 séances, il y avait un net progrès dans leur implication et dans leur engagement. Mais voilà, c'était un projet qui demandait plein de personnes, qui demandait beaucoup de moyens, qui demandait etc. Et sans moyens, effectivement, on n'aurait pas pu les intégrer vraiment au CVS. Donc ça, c'est encore toujours le même problème, c'est le problème de moyens. Et je pense qu'il est majeur. Alors oui, il y a des ESAT qui sont meilleurs que d'autres, il y a des ESAT qui vont être beaucoup plus ouverts que d'autres, il y a des lieux où on intègre, il y a d'autres lieux où on ne le fait pas. Bon, ça, c'est quelque chose qui est malheureusement, en général, pour rire, je mets sur ceux qui me suivent sur Facebook, je mets « il y en a des biens », pour éviter justement qu'on me dise qu'il y en a des biens. Mais le problème, c'est pas savoir s'il y en a des biens, c'est savoir qu'en plus, comme la plupart des établissements sont sectorisés, comment on peut améliorer ceux qui sont moins bien, et même ceux qui sont bien d'ailleurs, puisqu'il y a toujours des axes d'amélioration. D'autres questions? Bon, on va terminer là, on me dit. Est-ce que les professionnels de la plateforme d'autodétermination peuvent monter sur scène pour vous en faire une présentation, que vous connaissiez ce dispositif? On l'encourage, du coup. Merci. Mes collègues m'ont lâchement abandonnée, donc voilà, je suis toute seule. Je suis là-bas, oui. L'idée, c'est de vous présenter ce nouveau dispositif en Normandie, donc dispositif de soutien à l'autodétermination qui est financé par l'ARS. Ah, merci. Qui est donc coporté par l'Adapt Normandie, la Fondation Normandie Génération et la Ligue Havraise, qui est en déploiement depuis le 1er juin 2024. Donc c'est tout nouveau en Normandie. L'idée, c'est de vous le présenter très rapidement parce qu'on est présent avec un stand sur place et avec toute l'équipe. Donc l'idée sera de revenir vers elle si vous souhaitez plus d'infos. Je vais tout de même revenir sur le contexte de création de ces dispositifs parce que c'est nouveau en Normandie, mais ça remonte à une expérimentation de 2016 avec un collectif qui s'est créé de beaucoup de parents de personnes en situation de handicap, des personnes également en situation de handicap et puis des professionnels du médico-social avec des universitaires, donc des sociologues. Et en fait, ils se sont posés sur cette notion d'autodétermination. L'autodétermination nous concerne tous, pas que les personnes en situation de handicap, mais on peut identifier que c'est plus complexe pour les personnes concernées. Donc ils ont identifié un certain nombre de causes, la notion de handicap déjà, on parle de prendre des décisions, d'expérimenter, de faire des choix. Donc comme ça a été dit tout à l'heure, ça peut être plus compliqué quand on est en situation de handicap. Le deuxième effet, c'était l'effet filière, donc qu'on connaît tous, ce côté parcours tout tracé pour la personne en situation de handicap, qui fait que son projet n'est pas forcément réinterrogé entre les différentes étapes et ça fait que des personnes se retrouvent dans des solutions qu'ils n'ont pas forcément choisies, n'ont pas forcément eu l'opportunité de pouvoir être acteurs et auteurs de leur vie. Donc c'est un élément qui vient freiner cette démarche. L'autre élément, c'est le rapport à la sécurité aussi. On a parlé tout à l'heure de risque. Travailler sur un soutien à l'autodétermination, c'est aussi aborder cette notion de risque, de pouvoir le travailler ensemble. Ça ne veut pas dire prendre tous les risques possibles et imaginables, mais en tout cas de l'aborder, de le travailler. Parfois, cette étape n'est pas faite. Et du coup, des personnes se retrouvent dans des projets sécuritaires où leur sécurité est mise en avant et pareil, ils n'ont pas forcément eu l'opportunité de pouvoir expérimenter d'autres choses et de pouvoir être dans une réelle démarche autodéterminée. Le dernier élément qu'ils ont identifié, c'est que certaines personnes concernées par le handicap, donc soit des parents, des proches ou la personne directement en situation de handicap, peuvent avoir un biais de quand elles réfléchissent à leur avenir, elles pensent solution. Donc ce biais-là est tout à fait compréhensible pour un tas de raisons, mais ça fait que la personne ne va pas se passer par l'étape de ce que je souhaite pour ma vie et de ce côté de la demande. Donc en plus, il y a des biais aussi que la personne va identifier les solutions qu'elle connaît, donc déjà elle ne connaît pas forcément tout ce qui est possible, et ça va aussi empêcher d'imaginer des solutions qui n'existent pas. Donc, ils ont pris la décision en 2016 de créer le premier dispositif d'assistance au projet de vie, le DAPV,
qu'ils ont appelé comme ça, où l'idée c'était de créer un dispositif qui soit entièrement neutre, uniquement dédié au soutien de la personne, pour lui permettre à la fois d'avoir un espace pour exprimer ce qu'elle souhaite pour sa vie, et aussi quel rôle elle va souhaiter avoir dans son avenir, et même dans son devenir de façon plus large. Donc, ils ont créé ce premier DAPV avec un professionnel où ce serait l'unique mission, et donc assistant au parcours et projet de vie ou facilitateur de choix de vie, c'est la même profession, où l'idée c'est de créer une nouvelle profession qui serait uniquement dédiée au soutien à l'autodétermination et qui ne serait pas du tout ni dans l'expertise, ni dans l'évaluation, mais uniquement de permettre à la personne de se saisir des clés qu'elle peut avoir pour justement identifier ce qu'elle souhaite et puis comment elle souhaite réaliser son projet ensuite. Donc d'aller vers les ressources qu'elle aurait pu identifier et de pouvoir être vraiment dans cette démarche d'autodétermination par rapport à son avenir. Donc ce dispositif a été créé donc depuis juin en Normandie. L'idée c'est que ce soit un dispositif qui soit le plus neutre possible parce que les facilitatrices ont aussi besoin de cette indépendance et de cette neutralité pour être uniquement dédiées à la personne. Et on parle aussi beaucoup d'influence externe dans la démarche d'autodétermination, et l'idée c'est de ne pas rapporter d'autres influences que celles de la personne. Donc c'est pour ça c'est un dispositif qui est coporté et qui se veut complètement indépendant. Donc aujourd'hui on a 9 facilitatrices de choix de vie sur la Normandie, l'ensemble du territoire est couvert, et donc on déploie ce dispositif depuis le 1er juin sur tous les territoires de Normandie. Voilà. Alors, pour nous solliciter, en fait, on veut que ce soit alors le plus simple possible. Donc, on a des flyers de communication et le but, c'est que la personne a directement le numéro et les coordonnées de la facilitatrice de son territoire. Donc, il y a mes coordonnées aussi en tant que responsable du dispositif, mais l'idée, c'est que la personne puisse aller vers la facilitatrice de son territoire directement. Et puis, évidemment, elle peut être aidée, accompagnée pour le faire. Le dispositif s'adresse autant aux personnes directement concernées par le handicap, mais aussi aux proches. Un proche peut solliciter le soutien d'une facilitatrice sans aucun problème. Et une chose aussi importante que je n'ai pas dite, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aucune démarche administrative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin notamment de reconnaissance MDPH pour accéder au dispositif. Et c'est un dispositif qui est gratuit, puisqu'on nous pose souvent la question. Donc voilà. Après, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous sur les temps hors conférence pour qu'on puisse en échanger. Et puis plus précisément, parce que je crois que le temps est assez court. Oui, donc le dispositif peut intervenir à toute étape de la vie, à tout moment de la vie, parce que le soutien à l'autodétermination, ça peut être à tout moment de la vie qu'on peut en avoir besoin. Donc la seule petite différence, c'est que par rapport, on peut accompagner une personne handicapée vieillissante, mais on ne va pas pouvoir soutenir des personnes âgées qui deviendraient handicapées liées à la perte d'autonomie et à l'âge. On est bien sur un financement handicap. Et puis après, alors forcément au niveau des enfants, l'autodétermination et aussi en fonction des cadres dans lesquels on évolue. Quand on est enfant, on a un cadre qui fait qu'on ne peut pas être à même de décider sur tous nos projets de vie. Donc, bien souvent, c'est plutôt les parents qui nous sollicitent sur cette phase d'enfance. Et puis après, on peut avoir des adolescents qui nous sollicitent en soutien. Et après, c'est à toute étape de la vie. Ah oui. Comment dire ? Je voulais faire vite, hein, mais du coup, en fait, après, c'est vraiment la personne qui a la main sur son soutien. Donc, c'est elle qui va décider à la fois du rythme du soutien, à la fois le lieu. Donc, en fonction de son souhait, ça peut être à son domicile, ça peut être dans des structures de droit commun près de chez elle, ça peut être en fait là où elle le souhaite. On a même des jeunes qui souhaitent rencontrer leur facilitatrice dans un bar. Donc, en fait, tout est possible. Nous, l'idée, c'est que ce soit vraiment la personne qui ait qui ait la main sur la modalité de son soutien. Donc voilà, une facilitatrice ne dira jamais à la personne « ce serait bien qu'on se revoie telle date ». Ce sera vraiment toujours re-questionner la personne sur le rythme qu'elle souhaite dans son soutien. C'est elle qui a la main sur toutes ces modalités. C'est bon. Merci à tous.